Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une dernière situation tirée de la section 1.2 de ces gains qui porte sur la vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne. D'ailleurs, la situation qu'on va résoudre va porter particulièrement sur la notion de vitesse scalaire moyenne. Il s'agit de la situation 5 qui s'intitule « Visite éclair à Québec » et dont on peut prendre connaissance à la page 27 de ces gains, ce que je vous invite à faire immédiatement en arrêtant la vidéo. Après cette première lecture, j'en tire déjà des conclusions. Ça va être un problème de cinématique. Des fois, je pourrais déjà commencer à me montrer mon dessin. Mais surtout que je vais avoir un problème avec des intervalles parce que Albert fait un aller-retour. Donc, je vais séparer la situation en deux, ce qui me donne des indications sur la façon que je vais remplir mes données. Le premier chiffre qu'on rencontre, c'est prendre 2h30 pour faire le trajet de 220 km. Donc, le 2,5 heures pour faire un premier trajet de 220 km entre Montréal et Québec. Après ça, il va faire le retour. Fait que pour moi, ça, c'est un intervalle de temps, delta t, mais je l'identifie 0, 1. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps 0 et le temps 1, entre la position 0 et la position 1? Ça a pris 2,5 heures et il a parcouru 220 km sur cet intervalle de temps. Bon, il s'est trompé. Son rendez-vous devait avoir lieu la semaine suivante. Il fait demi-tour. Donc, il va parcourir encore 220 km. Mais dans le sens inverse. Fait que d'un point de vue physique, je dois indiquer que j'ai un déplacement inverse. C'est le signe moins qui m'indique ça. Et je vais appeler ça le delta x 1, 2. C'est sûr que je reviens à la position 0 si on veut, mais souvent cette nomenclature-là, 0, 1, 1, 2, 2, 3, fait surtout appel au temps qui s'écoule. Donc, ça, c'est le déplacement entre le temps 0 et le temps 1. Puis là, j'ai fait mon retour. Mais ça commence au temps 1 puis ça s'écoule jusqu'au temps 2. Et ça aussi, ça a duré 2,5 heures. Dernière phrase, on me demande quelle est la vitesse moyenne d'Albert. Donc, une vitesse en kilomètres par heure. Même si dans ce cas particulier-là, ce n'est pas clairement mentionné, mais on va calculer deux vitesses. Donc la vitesse moyenne telle qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, et aussi la vitesse scalaire moyenne, le deuxième paramètre qui est ici, c'est deux choses différentes. Il y en a un qui va s'appeler vitesse moyenne, comme on l'avait déjà vu. L'autre, si on ne s'en rappelle pas, on va voir dans le résumé, dans le bas de la première page de résumé du chapitre 1, on va voir qu'on écrit SM pour vitesse scalaire moyenne. Donc ça aussi, c'est une vitesse. Bon, ce n'était pas clairement mentionné dans la situation ici. En situation d'examen, moi, j'aurais ajouté une phrase, dire calculer à la fois la vitesse moyenne d'Albert et, exemple, la vitesse scalaire moyenne. Le schéma, bon, ça va être des points qui représentent Albert qui se déplacent. Donc, dans un premier temps, il a fait plus 220 km, il a avancé sur l'axe des X. Fait que j'ai mis un premier point que j'ai identifié, mais pas obligatoire, x0. Et il se déplace jusqu'ici, que j'ai identifié comme étant le point x1. Fait que ce déplacement-là, pour moi, correspond aux 2,5 heures et au déplacement de 220 km. Je continue. Delta x12, delta t12, c'est le retour. Donc, je vais me dessiner un autre point. Puis on voit que la nomenclature 0, 1, 2, ça me permet de voir chronologiquement ce qui s'est passé. Donc, il a reculé maintenant. C'est sûr, il ne s'est pas déplacé un petit peu en haut de la ligne puis un petit peu en bas de la ligne, mais j'aime mieux les mettre comme ça là, pour qu'on voit tout clairement. Et ça vient combler les deux variables delta x 1, 2, delta t 1, 2. Pour montrer que c'était quand même quelque chose de différent, j'ai dessiné une deuxième cote, même si c'est la même longueur que la première cote. Et je cherche à la fois la vitesse moyenne totale. Ça, c'est un vecteur. Est-ce que je la mets vers la droite, vers la gauche? Puis la difficulté un petit peu. Je cherche la vitesse scalaire moyenne également. Fait que je ne l'ai pas dessiné tout de suite, vitesse moyenne totale. Vitesse scalaire moyenne. Je vous rappelle que c'est un scalaire. Ce n'est pas un vecteur. Donc, je n'aurai pas à dessiner une flèche comme on dessine souvent. Et je n'aurai pas non plus à mettre une petite flèche au-dessus du V quand je vais le mettre sur mon dessin. Fait que la vitesse scalaire moyenne, c'est un chiffre toujours positif. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré la trajectoire, parce que souvent, c'est lié avec la distance parcourue, la trajectoire qu'on a fait. Fait qu'avec un pointillé, j'ai montré la trajectoire qui est effectuée. C'est un aller-retour sur la même ligne, là, même si une petite dimension ici pour bien voir sur le dessin. Et j'ai marqué VSM, le paramètre qui était là. Fait que présentement, il y a juste ce paramètre-là qui n'apparaît pas. Je sais qu'il n'apparaîtra jamais parce que je sais déjà que la valeur, c'est 0. Puis je suis déjà capable de calculer dans ma tête la valeur VSM.
Mais évidemment, on prend des problèmes faciles pour vous enseigner les méthodes, mais on va passer quand même à travers la méthode. Prochaine étape de la méthode, c'est point d'interrogation, je cherche une vitesse moyenne totale, d'aller chercher une formule pour cela. Première page de résumé du chapitre 1, mon point d'interrogation, c'était vitesse moyenne, donc c'est la valeur qui est ici. Si jamais je cherche avec signe, ben, je pourrais prendre la formule qui est ici. Pendant qu'on est là, on va régler aussi mon deuxième point d'interrogation, c'est VSM. VSM, c'est la dernière formule dans le bas de la page, comme j'ai mentionné. Donc, je vais utiliser également cette formule. De retour à mon problème, donc je transcris telle qu'elle apparaît dans le formulaire la formule. J'ai pris celle que je préfère prendre, sauf exception, qui a des valeurs absolues. L'étape subséquente, c'est d'utiliser mes chiffres dans la mesure du possible. Ça se remplace pas par un chiffre, mais par le point d'interrogation qui est là, qui porte ce nom-là. Donc, j'écris ce que j'avais mis dans ma liste ici. Valeur absolue de delta x, ben, ça va être le delta x total. Ce n'est pas le delta x1, puis ce n'est pas le delta x1, 2, 0, 1, puis 1, 2. C'est ma vitesse moyenne sur tout l'intervalle. C'est sur l'intervalle 0, 2 ou total. Donc, la première chose que j'ai écrit, c'est delta x total ici, divisé par le delta t total. Et je sais que c'est des chiffres faciles, puis qu'on sait déjà que c'est un 5 qui devrait aller ici. Mais le 5 n'apparaît pas dans les listes des données. Fait que moi, avec la méthode que je vous enseigne, vous n'avez pas le droit d'écrire 5 ici, parce qu'il n'apparaît pas dans la liste des données. Okay. J'ai écrit une première équation, ou plutôt j'ai utilisé une première équation de physique, et je n'ai écrit aucun chiffre, j'ai 3 inconnus. Fait qu'il va falloir que je travaille encore, que je règle chacun des deux termes-là pour pouvoir le calculer. De retour au formulaire, ben justement, le fait d'écrire que, exemple, delta t, c'était 2.5 plus 2.5, de ne pas avoir écrit tout de suite que c'était 5, mais c'est pour vous montrer, si j'aurais plusieurs intervalles avec des chiffres compliqués, mais quand j'ai un delta t total, je peux prendre la formule ici, puis quand j'avais un delta x total, je peux prendre la formule ici. Fait que même si j'aurais écrit que c'était 5, c'est parce que dans ta tête, quand tu as écrit que delta t total valait 5, c'est parce que tu as appliqué un principe de physique dans ta tête. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans vos démarches complètes, il faut que tu le dises que tu as appliqué un principe de physique. Donc, exemple, j'ai appliqué un principe de physique pour régler le numérateur. Donc, delta x total, ça va être la somme de tous les intervalles. Ben, ici, tout ce que j'ai, c'est 220 pour delta x 0,1, puis moins 220 pour delta x 1,2. Donc, j'ai utilisé une deuxième équation de physique et je n'ai pas de nouvelle inconnue par rapport aux 3 comptabilisés. Je vais faire la même chose pour le delta t total, donc tel que ça apparaît dans le formulaire. Et après ça, delta t total, je n'ai pas de valeur, je veux justement la calculer. Puis là, j'ai mon 2.5 plus rien d'autre. C'est la troisième utilisation d'une formule de physique et j'ai 3 inconnus. Ce qui veut dire qu'avec ces 3 équations-là, j'aurais déjà une réponse pour ici. Même si je sais que c'est 0, parce que delta x, je le vois. Mais vous n'avez pas besoin de faire aucun calcul, juste de me montrer comment ça se résout d'un point de vue strictement physique. J'ai un deuxième point d'interrogation, c'était la deuxième formule qu'on a vue quand je suis allé sur le résumé la première fois, donc je la retranscris telle qu'elle apparaît. Et j'essaie de remplacer ça par des chiffres connus. Évidemment, dp n'apparaît pas dans la liste en haut. Et delta t se remplace par delta t total. Donc, ça ne se remplace pas par 5 parce que je connais la valeur. Ça pourrait être des chiffres que je ne suis pas capable de calculer. Donc, j'écris delta t total et je comptabilise après ça. Je suis rendu à 4 équations dans ce problème-là. J'ai une nouvelle inconnue. Donc, je passe à 4 inconnus, 5 inconnus, mais delta t total est déjà listé. Donc, j'ai 4 équations à 5 inconnus. C'est parce que j'ai une étape de plus à faire, qui est de me trouver une valeur pour dp. Et ça, on pourrait retourner dans le formulaire, mais vous allez voir que dans le formulaire pour dp, je n'ai pas de formule, à part celle que je viens d'utiliser, mais c'est du cas par cas, ça dépend de la situation à chaque fois. Donc, je n'aurai pas de formule en jaune, là, contrairement à ce qu'on a vu depuis le début. Donc, à la place, tu analyses la situation et tu écris comment il faut calculer le dp dans ce problème-là. Ben, c'était en faisant valeur absolue de 220 dans un sens, puis valeur absolue du moins. J'utilise quand même les données qu'on voyait en haut, mais la distance se calcule en disant, ben, je fais l'équivalent de 220 plus 220. Mais pour montrer que j'ai utilisé deux valeurs, là, ben, je mets quand même mon moins 220, mais c'est ma valeur absolue que j'utilise. Donc ça, c'est ma 5e équation à 5 inconnus, puisque je n'ai pas ajouté de nouvelles inconnues. Elle était déjà comptabilisée dans le nombre d'inconnus. Le problème est fini. D'un point de vue physique, tu t'arrêtes là, tu passes à un autre problème, ou tu t'en vas dans une calculatrice, ce que j'ai fait.
et ce que je vous montre ici. Donc, j'ai saisi les 5 équations en vert de façon très similaire à ce qui apparaissait sur le problème, résoudre, on me retourne les réponses que je connaissais déjà, entre autres que la vitesse moyenne totale allait être 0, et que VSM, ça va être l'équivalent de 440, le 220 plus 220 divisé par le 5R. C'est sûr que c'est tellement des chiffres de base, c'est un petit problème, que je pouvais le calculer dans ma tête. Mais moi, c'est pas le calcul qui m'intéresse, c'est la démarche scientifique que l'on applique. Ou encore, je fais une résolution mathématique conventionnelle avec des équations de ce problème-là, ce qui se poursuit à la page suivante. Par exemple, quand on remplace delta x par total par les deux intervalles, puis delta t total par les deux intervalles, qu'on remplace nos chiffres, ben, on arrive au 0 sur 5 qui donne un 0 comme vitesse moyenne, puis même chose pour l'autre. Attention, il y aurait eu une solution alternative possible qui présente un petit intérêt. Donc, encore une fois, j'ai ma formule de vitesse moyenne totale, mais le delta x total, au lieu de faire la somme des intervalles, j'ai une formule qui dit aussi que delta x, on peut toujours calculer ça comme un x final moins x initial. Mais le delta x total dans ce problème-là, le x final, c'est ma position au temps 2, moins la position au temps 0, la position étant 1 étant la fin de mon aller puis le début de mon retour. Et l'analyse de la situation m'amène à dire aussi que la position 2, je suis revenu à la position que j'avais au départ. Et même si j'ai 3 équations et 5 inconnues, si je saisis ces 3 équations-là en vert dans une calculatrice, comme j'ai fait ici, je n'ai saisi que 3 équations, j'ai demandé de me résoudre. Il arrive une petite particularité quand on n'a pas assez d'équations, mais je ne veux pas en discuter. Mais on s'aperçoit qu'il est quand même capable de le résoudre puis de me dire que la vitesse moyenne totale est égale à 0. Parce que la réponse est indépendante des valeurs de x et de t, si on veut. Donc, sans expliquer en détail ce qui vient de se passer, il reste que la réponse est indépendante de x0. J'aurais commencé le problème à n'importe où. Si je reviens à la position initiale, je vais arriver à une valeur de 0. Et que l'aller et le retour prennent n'importe quel temps, si je reviens au point de départ, je vais arriver avec une vitesse moyenne totale égale à 0. Ma réponse est indépendante de la position initiale et indépendante du temps que ça prend. C'est une propriété propre à cette formule-là de physique. Si je reviens à ma position initiale, la vitesse moyenne donne toujours 0. Ce qui peut représenter un problème. Les gens vont dire, ouais, mais j'allais pas une vitesse moyenne totale de 0. J'ai eu une certaine vitesse moyenne. Mais ça, c'est la vitesse scalaire moyenne calculée par l'être humain. Ça, c'est la vitesse moyenne calculée par une formule de physique qui peut paraître aberrante ici, mais que si je programme ça dans un ordinateur ou dans un système de positionnement d'un robot, exemple, ben, je vais utiliser cette formule-là avec les impacts que ça peut avoir. On va les gérer, ces impacts-là, mais c'est la formule qu'on va utiliser. On ne programme jamais la formule VSM est égal à dp divisé par delta t.